Bonjour, à celles et à ceux qui nous rejoignent et que nous n'avons pas eu ce matin, lors du premier Zoom, achat-vente. Donc nous nous retrouvons cet après-midi pour vous parler de nouveautés autour du thème plus global de la logistique. Nous serons 2 à intervenir, moi-même, Vincent Laurin, je me présenterai tout à l'heure, et Veysel Terkoğlu. Et la présentation va se faire en 3 temps. Je vais reparler, de toutes les nouveautés sur ce thème qui sont arrivées depuis la génération 10, en rappelant par rapport à l'ensemble des fonctionnalités, quels étaient les thèmes qui parlaient effectivement logistique. Et ensuite, je parlerai des nouveautés liées à ce sur quoi nous sommes en train de travailler, donc la version 2020, donc la version qui sortira en fin d'année, qui sera la 10.5. Je ferai un petit focus sur quelques nouveautés, en présentant quelques écrans, et on partira sur une démonstration de fonctionnalités, à la fois des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et des fonctionnalités qui sont arrivées récemment, que tout le monde ne connaît peut-être pas, avec des petites logiques de trucs et astuces qui existent dans le produit. Nous avons ouvert aussi le canal de questions-réponses qui vous permet effectivement de poser des questions par le biais du chat, et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau. Alors, des fois, vous êtes très prolixe, donc c'est un peu difficile. Pour certaines, peut-être que nous donnerons des réponses verbales, mais quoi qu'il en soit, posez vos questions, nous y répondrons dans le fil de ce chat, et comme la conf est enregistrée, vous pourrez bénéficier de ces éléments et retrouver ces réponses aux différentes questions. Voilà. C'est parti, donc pour parler de ces nouveautés logistiques. Donc désolé pour ceux qui étaient là ce matin, mais nous allons à chaque fois faire la même chose. Donc Vincent Laurin, je suis le directeur produit ERP depuis 2009. J'ai en charge effectivement la prospective produit, de m'assurer à ce que les produits qui soient développés correspondent à vos besoins et à vos besoins futurs surtout. Nous travaillons sur les générations de demain actuellement. Et je serai accompagné aujourd'hui de Veysel Terkoğlu, qui lui est un consultant avant-vente et fera la démonstration tout à l'heure de la présentation. Vous avez nos coordonnées sur le PowerPoint qui sera probablement téléchargement à la fin des Divalto Digital Days. Donc, comme je vous ai dit, le premier point, un peu de théorie, désolé, pour reparler finalement de ce qu'est cette génération 10 et des nouveautés fonctionnelles qui ont accompagné cette génération 10 depuis que nous l'avons sortie. Quand nous avons lancé la campagne de communication, nous avons bien précisé qu'il s'agissait d'une nouvelle génération d'ERP qui était destinée à accompagner la transformation numérique des entreprises. Donc ça veut dire que l'on a travaillé sur des aspects qui sont liés effectivement à l'interopérabilité et sur des sujets qui finalement, on l'a vu ce matin, ont été extrêmement importants par rapport à ce que nous venons de vivre, que ce soit la mise à disposition d'une offre en mode cloud qui a permis aux entreprises du jour au lendemain à pouvoir basculer en télétravail, en mode remote à distance, que ce soit toute la chaîne de dématérialisation qui, comme je l'illustrais ce matin, par exemple, chez Divalto a permis à l'ADV du jour au lendemain, effectivement, de bosser à domicile et continuer à émettre des factures, ce qui n'est pas négligeable pour une entreprise. Voilà. Donc, cette version 10, je l'ai structurée de cette manière. Vous retrouvez par thème, je dirais, principaux, les sujets qui ont été libérés au fil de l'eau sur cette version 10. Et j'ai mis en focus, alors, c'est peut-être pas évident au niveau du contraste couleur, mais j'ai mis effectivement en vert des sujets qui sont importants par rapport à la thématique liée à la logistique. Alors sur le chapitre général, le premier point, c'est effectivement l'arrivée du Data Hub. Le Data Hub est un nouveau port de communication avec l'ERP qui permet effectivement d'intégrer des informations dans l'ERP. Donc nous avons créé à l'époque cette entité pour gérer les factures fournisseurs, la dématérialisation des factures fournisseurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce Data Hub est capable de traiter bien d'autres choses. Il est capable de traiter des temps à l'affaire, il est capable de traiter des éléments liés à toute l'étape de l'ERP, c'est-à-dire qu'on peut passer au travers du Data Hub aujourd'hui pour intégrer des données dans l'ERP, grâce à tous les objets métiers, pour ceux qui ont eu l'occasion de découvrir cet aspect technique. On est en train de le préparer là pour la 10.5 pour traiter encore d'autres flux, comme tout ce qui concerne les avis d'expédition, tout ce qui touche autour de l'intégration de commandes clients, etc.
Il y a un autre sujet sur lequel nous avons travaillé, dont on a parlé aussi ce matin, puisqu'il concerne un petit peu tout le monde, c'est la redirection des impressions. Tout l'aspect délicat d'être certain de pouvoir paramétrer qu'un document sort en fonction du profil d'une personne et de son environnement de travail au bon endroit. C'est-à-dire que si je travaille sur des bons de prépa, il faut que je sois sûr que le bon de prépa part chez les préparateurs et que le bon de livraison soit au bout de la chaîne sur l'imprimante qui est au bout de la chaîne de prépa, par exemple. Donc on a mis en place un système qui permet de faire ce paramétrage et qui simplifie pas mal de choses. Sur la partie interopérabilité, donc il s'agit de la communication avec d'applications tierces, il y a tous les aspects liés au MES, c'est-à-dire la connexion avec les outils de supervision de production pour notamment gérer les flux de consommation ou les flux liés à des aspects de production. Et par le biais d'informations qui proviennent d'une application tierce, on est capable effectivement de mettre à jour un certain nombre d'informations. La partie IoT aussi, qui permet de communiquer finalement avec les produits, qui nous permet, soit sur des aspects de conditionnement, soit sur des produits, d'avoir une communication liée à la logistique pour situer par exemple un produit. Si on couple l'IoT et la blockchain, on a des exemples aussi aujourd'hui d'entreprises qui montent des solutions où effectivement le produit est connecté et on est en mesure de tracer de manière certaine le positionnement d'un produit et son utilisation. En ce qui concerne la partie logistique, la version 10 a été assez importante sur une nouveauté significative qui était la mise à disposition d'un WMS intégré dans l'ERP. Donc ça, c'était une annonce que nous avions fait, je crois, à partir de 2013. Et cette partie WMS avec la version 10, et notamment la version 10.4, permet désormais de fonctionner avec la partie production. Je mettrai un peu le focus tout à l'heure sur ce sujet parce qu'il est important. Est arrivé aussi avec cette version 10 la première gestion des flux par terminaux radiofréquences de manière standard, hein, par exemple consommer des flux de production ou faire des mouvements interdépôts ou interemplacements dans l'entreprise peuvent être traités de manière tout à fait standard avec des terminaux radiofréquences en émulation Telnet. On a aussi travaillé sur l'avis d'expédition et les pré-réceptions fournisseurs, c'est-à-dire qu'un fournisseur est en mesure, au moment où il expédie la marchandise, de nous envoyer un avis d'expédition. Il peut être structuré, et cet avis d'expédition nous permet de connaître finalement les quantités qui ont été expédiées, alors que la marchandise n'est pas encore arrivée chez nous, et de fait facilite la réception et la pré-réception. C'est-à-dire qu'on va préalimenter finalement toutes les informations qui nous permettront d'accélérer l'entrée de la marchandise en stock et l'étiquetage associé. Dans la foulée également de ce traitement au moment de la réception, donc on facilite effectivement le prépositionnement de ces infos et les listes de rangement permettent de mettre en place des listes de rangement. Donc quand on n'est pas dans une logique de WMS où là il y a d'autres politiques qui rentrent en ligne de compte et d'autres fonctionnalités, mais je dirais dans la fonction hors WMS, donc d'être capable de savoir qu'est-ce qui est à ranger, qu'est-ce qui est à préparer pour les expéditions. Il y a aussi un nouveau pan fonctionnel qui est arrivé avec la version 10.4, donc de fin de l'année dernière, qui sont les bons d'expédition et qui permettent effectivement de traiter une nouvelle notion de bon d'expédition à destination de l'expédition sur des phases de regroupement, de colisage, regroupement de bons de préparation et un pilotage jusqu'à l'impression des bons de livraison associés à ce qui va être embarqué dans un camion ou dans un moyen de transport. Et puis, par rapport à la partie WMS qui est arrivée aussi en termes de nouveautés, c'est un superviseur d'activité WMS puisqu'il y a une multitude de flux qui sont gérés dans le cadre du WMS et il nous fallait un outil pour pouvoir piloter et visualiser l'ensemble de ces flux. Voilà, donc ça c'était toutes les nouveautés qui étaient arrivées jusqu'à la 10.4. Quels sont les sujets qui nous concernent pour la version 2020, donc en remettant un focus là aussi en couleur verte sur les sujets, on va dire, WMS. Le premier point, c'est que la version 10.5 sera la première version standard qui comportera une gestion de tous les flux logistiques en temps réel via des terminaux fréquences. Et ce qui est d'autant plus intéressant, j'en parle tout à l'heure, c'est que vous aurez à disposition deux types d'interfaces, soit une interface de type Telnet, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la problématique des terminaux radiofréquences, on peut avoir effectivement des terminaux avec des écrans caractères, ou alors une interface HTML5 qui est un petit peu plus fun et qui permet d'utiliser notamment l'aspect tactile du terminal. Lié à la partie stock aussi, la notion de grand livre de stock qui n'était qu'une impression dans les versions précédentes devient aujourd'hui un outil de pilotage et d'interrogation qui permet effectivement de consulter, de rentrer dans le détail. Bien sûr, on peut toujours imprimer, mais on a une possibilité de creuser les éléments de stock directement par une navigation au travers d'un tableau de consultation.
Lié au WMS et lié aux évolutions qu'on a fait justement par rapport à tout ce qui est flux logistique temps réel, nous avons une nouvelle interface à disposition, enfin qui sera à disposition en fin d'année, pour la partie WMS, pour tous les écrans en mode HTML5. Notions intéressantes qui peuvent aussi servir, c'est que dans la gestion des stocks, il y a trois notions là qui sont importantes sur les 3 premiers sujets. La gestion des allotissements, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui acheter, stocker et vendre des produits qui sont des produits que l'on va découper. Typiquement, du rouleau de tube ou de câble que j'ai sur une bobine. C'est généralement des produits qui sont associés à un support. Le support est identifié. Tous les supports sont numérotés à réception et ensuite on va pouvoir vendre des produits en disant je vends 5 morceaux de 10 mètres, où je consomme pour la production, par exemple. Bien sûr, il y a toute la phase liée aux achats et aux ventes qui permettent de gérer ça, mais en termes de stock, je vais effectivement avoir une nouvelle notion qui me permet de suivre ce type de produit. Et un autre point qui est assez intéressant pour les négociants qui ont à gérer des problématiques quand même de sous-traitance, typiquement, par exemple, ces produits, je les découpe, mes fameux produits sécables, pour les mettre sous un blister avec un bout de tuyau et un embout d'arrosage de type Gardena. Je les fais mettre sous blister par un sous-traitant local ou un CAT. Je vais pouvoir gérer l'ensemble des flux. Je peux faire réapprovisionner directement mes fournisseurs chez mon sous-traitant, je peux gérer le stock de mes sous-traitants, je peux passer par ma plateforme pour systématiquement lui livrer tout ça. Donc toute la mécanique de flux de sous-traitance pourrait être traitée avec cette nouvelle fonctionnalité. Et puis la gestion des allotissements, typiquement pour les gens qui sont confrontés à des problématiques, je donnais l'exemple ce matin, si je suis une ville et que je commande en début de saison des équipements de protection individuelle pour mes salariés qui s'occupent de l'entretien et de la voirie, je vais commander par service et ensuite par personne du matériel sur différentes tailles, différentes couleurs. Et ça me permet de regrouper et de suivre finalement cette logique d'allotissement, donc de regrouper les produits ensuite par taille, par couleur, que sais-je, selon les caractéristiques qui ont été définies, et m'assurer qu'au moment de la préparation et de l'expédition, bien sûr, je respecte cet allotissement qui a été défini par le client. Donc il y a toute une gestion des flux aussi associée à cela. Sur la partie logistique liée plutôt à des aspects de production, nous avons fait une amélioration significative sur le CBN pour mettre en évidence toutes les réservations affectées. L'objectif du CBN, c'est bien sûr d'équilibrer tout ce qui est demande et couverture. Et bien maintenant, désormais, toutes les logiques de réservation affectée apparaîtront de manière très claire sur le CBN, ce qui nous facilite pas mal de choses. Donc ça, c'est des... Ah, puis il y a une petite erreur sur la diapo concernant l'installation et maintenance, mais on n'est pas concerné sur ce sujet aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est un petit focus effectivement sur certaines de ces nouveautés, et ensuite je passerai la main à Weissel pour la présentation et les démonstrations. Le premier point, ce que je voulais expliquer tout à l'heure, j'ai dit que la 10.5 sera la première version qui permettra à une entreprise qui fait l'acquisition de ce type de matériel, comme il y en a un là, je crois que c'est du matériel Zebra en l'occurrence, mais peu importe, c'est du matériel, terminal radiofréquence, sous Android, durci, mais bon, peu importe le type de matériel, ce qui est important, c'est que j'ai une émulation Telnet ou un navigateur, et je serai donc en mesure de pouvoir gérer l'ensemble des flux finalement que j'ai au niveau de mon entreprise, qu'il s'agisse de réception liée à des fournisseurs ou à de la production, que ce soit les inventaires, les transferts d'emplacement et de dépôt, les consommations de production, les prépas clients, ou des fonctions complémentaires comme des demandes d'appro, un magasinier qui est devant un emplacement et qui se rend compte qu'il y a une rupture anormale et qui, du coup, peut déclencher une information qui sera traitée ensuite sous forme de demande d'achat au niveau du service achat par rapport à des éléments qui sont relevés sur le terrain. L'autre point très intéressant, c'est qu'on a travaillé, jusqu'à présent, on avait cette interface Telnet qui existe depuis longtemps, qui a l'avantage d'être extrêmement simple et efficace. Il a un deuxième avantage, l'interface Telnet, c'est qu'il permet très facilement, du coup, d'utiliser des scénarios qui sont en place pour faire de la commande vocale, puisque vous savez qu'on peut faire de la préparation en remplaçant finalement le terminal par un casque, un micro, comme j'en ai un sur la tête, et un lecteur qui peut être sur la main ou sur le doigt. Et du coup, l'interface Telnet, ce type d'outils savent lire finalement les descriptifs, puisqu'il s'agit de texte pur, pour pouvoir finalement remplacer l'interface classique par le biais de cette mécanique. Donc on a aussi travaillé sur cette interface HTML5, qui était une demande, pour pouvoir finalement bénéficier du même type de fonctionnalité avec
une interface ou l'autre, selon les besoins, et on peut très bien avoir, pourquoi pas, un parc de terminal qui fonctionne exclusivement en Telnet et que je continue à utiliser parce que j'ai besoin de l'amortir et qui fonctionne toujours très bien, et les nouveaux terminaux que j'achète sont des terminaux en HTML5, et ça permettra de faire fonctionner comme ça une flotte hétérogène sans aucun souci. Donc la différence, effectivement, typiquement, vous voyez les fenêtres classiques Telnet que je projette là avec un mode caractère, et puis vous retrouvez une autre fenêtre de type HTML, donc on devine même ici qu'il y a un petit navigateur. On voit d'ailleurs que le navigateur est sous Google Chrome, et les boutons qui apparaissent au bas de l'écran, bien sûr, je peux toujours utiliser les touches de fonction qui sont sur mon clavier, mais ce sont aussi des boutons tactiles. Donc ça permet d'avoir une interface qui peut être quand même un petit peu plus fun et qui permet d'autres utilisations pour des gens qui peuvent utiliser le tactile, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus sur des cadres de préparation. Pour illustrer ça, je peux vous montrer par exemple toute la mécanique des écrans qui sont liés à la préparation. Donc là, vous avez des exemples de menus. Une fois de plus, il y a besoin, comme sur la version Telnet, l'utilisateur s'identifiera et en fonction de son identification, aura droit à un certain nombre de flux de stock, puisque tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, donc ces choses-là se paramètrent. Et ensuite, en cas de préparation, d'être en mesure de faire effectivement une saisie de préparation, un achèvement, une validation, et ce, par rapport aux bons de préparation qui auraient pu être affectés à ce préparateur dans le cadre de l'administration des prépas dans l'ERP. Chaque utilisateur d'un terminal de ce type-là n'est rien d'autre qu'un utilisateur de l'ERP. C'est exactement la même chose que j'utilise une application de ce type-là où je sois sur un desktop classique, je suis un utilisateur de l'ERP et j'utilise des fonctions avec une interface qui est adaptée. Et après, bien sûr, il y a des fonctions de recherche, de saisie qui permettent effectivement de récupérer les informations, de pouvoir sélectionner un BP et ensuite de passer en revue les différentes lignes de mon BP dans l'objectif de saisir. Bon, je ne vais pas parler de la notion de préparation. L'important, c'était que vous puissiez voir à quoi ressemble cette nouvelle interface qui me permet effectivement après de traiter l'ensemble des informations, de pouvoir valider le mode de transport, le poids total, le volume, le nombre de colis, et ensuite de partir sur toute la chaîne et d'achever mon BP jusqu'à la phase de pilotage de l'impression, sauf si je passe ensuite par les parties bons d'expédition. Voilà, donc ça c'est une toute nouvelle fonctionnalité, les bons de préparation en l'occurrence, mais ce qui est vraiment à retenir, c'est que cette version 10.5 permettra de gérer tous les flux de l'ERP avec ce type d'outil, donc d'être dans une logique réellement de temps réel qui colle à ce qui se passe en temps réel sur le terrain. Le deuxième sujet encore, pour continuer sur la partie théorie, pour les gens qui sont à la fois intéressés par la partie WMS et par la gestion de production, jusqu'à présent, nous étions obligés de séparer finalement la gestion de la production de toute la partie WMS. C'est-à-dire que dans le WMS, je pouvais réceptionner des produits que j'avais achetés ou qui venaient de la production, je pouvais gérer mes politiques de rangement, gérer mes vagues de préparation, me connecter à des chaînes de convoyage si nécessaire, préparer mes expés clients et envoyer tout ça. Et la partie production était gérée sur un autre dépôt à part qui, lui, n'était pas identifié comme étant géré en WMS, il était géré de manière classique, avec bien sûr des dépôts des emplacements, mais pas de logique de préparation, pas de logique de flux temps réel avec tout ce que permet de faire le WMS. Et on créait un SAS entre les deux pour pouvoir dire, bon ben voilà, j'ai fini de produire, donc je suis en mesure de rentrer ma fin de cycle, donc mon produit va rentrer comme un produit à ranger dans le RP, et puis il fallait faire la position de rangement qui correspondait côté WMS, et puis pareil, pour préparer un OF, il fallait préparer de la marchandise pour une commande interne, pour ensuite la basculer dans le dépôt. Bon, des choses qui nécessitaient quand même quelques adaptations. Donc il était important qu'on aligne finalement le mode de fonctionnement de la gestion de production du reste de la logistique, et désormais, effectivement, avec un seul et même dépôt, je suis capable de gérer effectivement ce que je dois préparer pour ma production et le mettre à disposition de ma production. Et puis ensuite, je vais suivre effectivement la production dans la même logique. Typiquement, ça veut dire que je vais devoir identifier sur mes centres de travail, sur mes postes de travail, sur mes centres de charge, éventuellement les emplacements amont et aval. Donc on peut codifier ces notions-là, puisque les flux ensuite vont me permettre de dire, bon ben voilà, cette marchandise doit être mise au pied de cette machine, et une fois que j'ai produit quelque chose, donc si c'est un encours par exemple, donc il est mis à disposition, et ensuite il va falloir peut-être le déplacer vers une autre machine qui va réaliser l'opération suivante. Et là, tous ces flux-là
vont se faire effectivement au travers de flux WMS. Et donc, j'ai la possibilité de dire, bon, ben voilà, j'ai des missions de déplacement de produits au sein de la production qui vont être organisées par la partie WMS. Après, il peut y avoir des petites astuces qui permettent de dire que un emplacement aval, c'est l'emplacement amont du poste suivant, peu importe, mais voilà, la logique fonctionne. Donc ça, c'est assez intéressant. Les opérations de suivi de prod, ben, elles effectuent les mouvements de stock type WMS au travers des saisies ateliers. Les phases de déplacement entre les produits peuvent être faites au travers de missions de déplacement de type WMS. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on traite toute la partie sous-traitance. Et le gros point fort, finalement, de tout cela, c'est que comme je vais être dans une logique qui colle au terrain, c'est le principe du WMS, c'est qu'on ne traite pas de flux a posteriori avec un décalage, on les traite au moment où ils sont réalisés, par des terminaux adaptés, par du matériel adapté, eh bien, je me retrouve avec une gestion de mon encours extrêmement précise, puisque j'ai un encours temps réel. Et ça, c'est la grosse force aussi qu'apporte le WMS avec la gestion de production, c'est que je vais être dans une logique où je pourrais valoriser de manière précise mon encours, ce qui n'est pas toujours très simple pour une entreprise industrielle, notamment quand on fait des post-consommation, notamment quand on saisit a posteriori les flux et les réalisations. Là, on aura quelque chose de beaucoup plus précis. Bon, pour la petite info, on voit ici une image de notre superviseur de production qui permet effectivement de voir pour un encours sur un produit donné, bah, tous les OF qui sont en cours, à quel état ils en sont, et puis après on peut rentrer bien sûr dans le détail de ces infos. L'idée c'était, ça c'est un peu plus sur la partie prod, mais bon, peu importe, ce qui est important c'était de vous expliquer cette notion. Voilà, j'en ai fini moi sur les aspects théoriques. Je vais donc passer la main à Vezel pour vous parler effectivement de nouveautés sur cette thématique. Merci. Merci Vincent. Donc effectivement, je vais prendre la main pour la partie démonstration. Donc je vais vous illustrer les différentes étapes de préparation et d'expédition d'une commande client, et ensuite je vais vous illustrer le côté réception. Alors je vais partir d'une commande que j'ai déjà préparée, que j'ai saisie. Et alors depuis la version 10.4, il est possible depuis la saisie de commande de générer et éditer un bon de préparation, et ensuite de valider ce bon de préparation. Donc c'est typiquement le cas d'un vendeur au comptoir, par exemple, qui saisit la commande en live avec le client en face. Il va ensuite générer et éditer le bon de préparation, il va préparer les différents produits sur ce bon de préparation, et ensuite il va tout simplement retourner à son poste et valider le bon de préparation ce qui aura pour effet ensuite de générer un bon de livraison. Donc ici, je vais simplement générer un bon de préparation. Donc désormais, la commande est en cours de préparation, et pour traiter justement mes différents bons de préparation, je vais me rendre dans l'administration des BP, l'administration des bons de préparation. Et donc je vais rechercher les bons de préparation qui ont été générés. Alors effectivement, j'ai omis de vous montrer une nouveauté 10.4, qui est le fait que désormais, depuis la version 10.4, vous avez la possibilité, en saisie de commande directement, de faire passer des messages à votre préparateur de commande. Donc lorsque le préparateur de commande va imprimer tout simplement son bon de préparation, il aura la possibilité de retrouver des messages que vous lui faites, que vous lui passez. Donc ici, en l'occurrence, attention à l'emballage produit, réclamation client. Par exemple, vous avez eu, en cas de saisie, lors de saisie commande, vous avez eu votre client au bout du fil et qui vous dit que la fois dernière, le produit était mal emballé. Et donc de cette manière, vous pouvez passer des messages à votre préparateur de commande. Alors comment cela se traduit sur la commande directement? Alors je vais revenir sur la commande que j'ai préparée pour vous montrer comment cela est paramétré. Alors je vais retrouver ma commande. Voilà. Donc elle doit être, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est ici. Et donc ici, en note de ligne, il faut que le texte soit compris entre les balises dièse, BP dièse. Donc de cette manière, vous pouvez faire passer des messages à votre préparateur de commande.
Donc ici, je referme ma commande, je retourne sur mes bons de préparation. Et donc ici, je retrouve le dernier bon de préparation qui a été généré et je vais tout simplement le saisir. Donc je retrouve mes différentes lignes, la quantité qui a été réservée, parce que le fait de générer justement un bon de préparation, c'est une réservation affectée. Et je vais ensuite tout simplement dans la colonne quantité préparée, soit je saisis manuellement les différentes quantités préparées, soit je vais tout simplement accepter les quantités proposées. Ensuite, je valide le BP et je vais tout simplement l'achever. Donc, à présent, le bon de préparation est à l'état prêt, donc prêt à être livré. Je retourne sur l'administration des bons de préparation. Je vais rechercher donc mes différents bons de préparation qui sont prêts, prêts à être livrés. Donc ici, je retrouve effectivement les différents bons de préparation. Et j'attire également votre attention sur le fait qu'ici, nous avons des codes couleurs. En l'occurrence, ici, le bon de préparation est à l'état prêt. En revanche, le code couleur est orange. Ce qui signifie que, donc là encore une fois, c'est une nouveauté 10.4, et ce qui signifie que l'ensemble des bons de préparation de cette commande, donc la commande finissant par 1691, l'ensemble des bons de préparation de cette commande n'ont pas encore été traités. Donc si maintenant vous êtes dans le cas où vous souhaitez expédier l'ensemble des articles en une seule fois, donc vous souhaitez livrer en une seule fois le client, vous avez ici un indicateur qui vous permet de vous informer si tout simplement l'ensemble des bons de préparation de cette commande ont été traités ou non. Donc ici, je vais rechercher par exemple le bon de préparation de cette commande. J'imagine qu'il doit être en cours de saisie. Et effectivement, je le retrouve ici, voilà, qui finit également par 1691. Donc il est encore en cours de saisie. Et ce qui est relativement intéressant aussi, c'est que depuis l'administration des BP, vous pouvez savoir l'état d'expédition des bons de préparation. C'est-à-dire qu'ici, je peux voir que le bon d'expédition, le bon de préparation, pardon, est prêt et il est rattaché au bon d'expédition numéro 3. Et le bon d'expédition est encore actif. Donc ici, je peux voir grâce au pictogramme que le bon d'expédition est actif. S'il était clôturé, nous aurions eu un petit camion. Et donc ici, voilà, par exemple, si maintenant vous avez une préparation urgente, vous pouvez tout simplement venir, une fois qu'il sera prêt, vous pouvez tout simplement savoir à quel bon d'expédition je peux rapidement le rattacher. Donc ici, j'ai traité mon bon d'expédition, qui est donc prêt, et je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est donc l'étape de colisage. Maintenant que mes marchandises sont prêts à être livrées, je vais tout simplement passer à l'étape colisage. Donc comment cela se déroule? Je vais ici, via la touche F9, rechercher les bons des préparations qui sont prêts. Donc ici, je vais venir filtrer sur les bons de préparation qui sont prêts. Je vais prendre le dernier bon de préparation que je viens de traiter à l'instant et je vais simplement le renvoyer. Voilà, et je valide. Donc, je retrouve les lignes de bons de préparation et à la partie inférieure, je vais retrouver le colis. Donc, je vais tout simplement définir l'unité d'emballage. Via la petite loupe ici, je peux choisir une liste de choix. Donc, j'ai ma liste de choix. Je vais choisir un carton grand format. Soit je fais un simple glisser-déposer pour le mettre dans mon colis, soit je vais tout simplement ici, via le bouton ajouter tout, je vais simplement ajouter les articles. Et ensuite, je peux valider voilà, le numéro de colis a été généré et je peux ensuite passer pour un deuxième colis. Voilà, je vais encore prendre un carton grand format et là, encore une fois, je vais simplement soit glisser-déposer ou alors je vais simplement les ajouter et je valide. Et ensuite, j'ai la possibilité de venir imprimer l'étiquette de colis, mais on pourra voir tout à l'heure qu'on pourra aussi l'imprimer depuis le bon d'expédition. Donc à présent, maintenant que les colis ont été préparés, je vais tout simplement palettiser. Voilà, donc de cette manière, je retrouve mes différents colis. Donc dans un premier temps, je vais définir l'unité d'emballage. Là, encore une fois, soit via la petite loupe ici, je peux avoir accès aux différentes unités d'emballage, mais ici, donc, je vais prendre une palette Europe. Une palette Europe, on retrouve les dimensions et encore une fois, je retrouve mes différents colis et à côté, c'est tout simplement ma palette. Donc je vais simplement ici choisir les cartons, les colis que je souhaite positionner sur ma palette. Donc de cette manière, je peux palettiser. Et ensuite, je valide ma palette et donc un numéro de palette a été généré. Voilà. Donc, confirmez-vous l'abandon? Oui. Et donc je retourne. Cette fois-ci, une fois que mes colis sont prêts, la palette est prête, je peux passer à l'étape de administration des bons d'expédition.
Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous rattachez un bon d'expédition qui est prêt. Donc là, en l'occurrence, c'est clôturé. Là aussi, c'est clôturé. Ben voilà, ici, par exemple, le bon d'expédition numéro 3 est actif. Donc, soit je peux venir ici le rattacher directement à cette tournée. Hein. Donc, je peux ici positionner définir une tournée. Ou alors, je vais simplement pouvoir créer un nouveau bon d'expédition. Et là, encore une fois, désormais, depuis la version 10.4, vous pouvez créer un bon d'expédition monoclient. C'est-à-dire que voilà, ben, si vous souhaitez organiser une expédition spécialement pour un client, ben, ici, vous avez la possibilité de le faire. Donc ici, ben, c'est mon client debout. Et je vais organiser une tournée spécialement pour ce client. Je vais dire que voilà, c'est prévu pour demain. La possibilité de définir la tournée, mode de transport, on va dire que c'est Chronopost. Voilà. Et donc de cette manière, je peux organiser, créer un nouveau bon d'expédition spécialement pour un client. Et ensuite, il suffit simplement de venir rechercher les bons de préparation. Encore une fois, je vais, via la touche F9, rechercher les bons de préparation qui sont prêts, hein, qui sont prêts à être livrés. Donc ici, voilà, c'est le dernier bon de préparation qui a été généré. Je renvoie le bon de préparation sur le bon d'expédition, je valide, et ça va tout simplement me rapatrier les différentes informations, donc notamment les colis que j'ai créé tout à l'heure, que j'ai créé juste avant. Ensuite, je vais retrouver bien évidemment le client, et si je clôture le bon d'expédition, bien évidemment, ça va générer un bon de livraison. Alors, autre information, là encore une fois, une nouveauté 10.4, vous avez aussi, vous pouvez, depuis le bon d'expédition, générer vos colis, hein, colisage simplifié, comme son nom l'indique, c'est tout simplement beaucoup plus simplifié que le traitement de tout à l'heure. Ici, on va simplement renseigner le nombre de colis. On va renseigner le nombre de colis, donc ça va éditer autant de lignes, et on va simplement définir le poids et l'unité d'emballage. Voilà, donc de cette manière, c'est aussi une nouveauté 10.4 qui est relativement intéressante pour faciliter le colisage. Et ensuite, voilà, une fois que les différentes informations ont été saisies, je vais pouvoir valider le bon d'expédition, je confirme la mise à jour, et ensuite je peux clôturer de cette manière. Voilà, et donc ça va tout simplement générer différents documents, hein. Donc je vais retrouver plusieurs documents. Donc non seulement le bon de livraison, comme prévu. Je vais attendre que le programme tourne pour vous montrer les différents documents. Et bien évidemment, voilà les étiquettes. Je retrouve les étiquettes de mes colis. Je vais retrouver le bon d'expédition. Hein, donc ici, j'ai mes différents documents. Je retrouve le bon d'expédition pour mon client avec les numéros de colis, numéro de BL. Et bien évidemment, je vais retrouver également le bon de livraison qui a été généré, notamment avec mon produit fini et qui est suivi par numéro de série. Et donc, imaginons que voilà, vous venez d'expédier votre marchandise et quelques jours plus tard, votre client vous appelle et vous dit que, je ne sais pas, par exemple, la palette est endommagée, il y a des colis qui sont endommagés. Ici, vous avez la possibilité de retrouver rapidement un traitement qui permet de retrouver rapidement la traçabilité de vos colis et de la palette. Donc ici, le traitement interrogation colis et palette. Alors, soit je recherche par colis, soit par palette. Ici, on va dire par exemple palette. Je renseigne voilà, le nom du client et je vais tout simplement rechercher la palette qui a été expédiée. Il vous dit par exemple que c'est la palette numéro 5. Voilà, c'est la palette 5. Je valide. Donc, je vais retrouver ma palette. Sur la palette, je vais retrouver les colis qui sont sur cette palette et bien évidemment, dans les colis, je vais retrouver les articles qui sont positionnés dans ces colis. Donc, de cette manière, je peux avoir une certaine traçabilité de mon expédition. Et là, encore une fois, par exemple, les produits finis, lorsque je vais voir le détail, je vais simplement retrouver le numéro de série. Par exemple, il vous donne le numéro de série, donc vous pouvez rapidement le retrouver dans quel colis il était positionné, sur quelle palette, etc. etc. Donc ça, c'est pour la partie expédition, livraison client. Et donc à présent, je vais passer à l'étape du côté fournisseur, du côté achat. Donc ici, effectivement, nous avons un traitement, comme le disait tout à l'heure Vincent, un traitement qui permet de pré-réceptionner puis de réceptionner différents articles de plusieurs commandes. Alors il y a plusieurs possibilités, là encore une fois, soit via directement ici, vous pouvez rechercher par article, par commande, ou alors, autre méthode, c'est tout simplement de rechercher les commandes qui sont à réceptionner. Voilà. Donc ici, je vais définir une
une période. Moi, je vais prendre une période assez courte, histoire de ne pas trop faire tourner le programme. Voilà, je vais retrouver les commandes qui sont à réceptionner. Voilà, autre méthode, c'est de se dire, bah voilà, depuis la commande fournisseur, je me rends sur une commande fournisseur. Depuis la commande fournisseur, vous avez également la possibilité de passer à l'étape de pré-réception, puis de réception. Donc, je vais rechercher une commande fournisseur. Là encore, j'ai déjà préparé. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc ici, vous avez la possibilité, via le bouton réception-livraison, de renseigner les différents champs pour passer à l'étape de pré-réception puis réception. Donc je vais prendre un exemple. Voilà, je vais prendre simplement cette commande. Imaginons que votre fournisseur vous a envoyé l'avis d'expédition des articles. Vous pouvez tout simplement passer à l'étape de pré-réception. Et ensuite, dans les commandes, lorsque je vais rechercher donc les commandes à réceptionner, les champs commandes sont déjà pré-remplis, et donc vous pouvez simplement venir, je vais quand même définir une date ici, on va dire le 12, c'est déjà pré-rempli, donc il suffit simplement de rechercher, et ensuite vous allez retrouver les différentes lignes de votre commande, et là je vais tout simplement tous les sélectionner et les renvoyer vers le traitement saisie des réceptions. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si je me rends donc sur ma commande, déjà dans un premier temps sur ma commande, je vais retrouver le petit pictogramme qui m'indique que l'avis d'expédition a été enregistré, donc c'est-à-dire que vous avez reçu l'avis d'expédition et désormais c'est enregistré sur le traitement saisie des réceptions. Et en effet, si je me rends sur le traitement saisie des réceptions, je vais retrouver tout simplement les articles que j'ai rapatriés tout à l'heure, et les lignes sont à réceptionner, comme l'indiquent ici les indicateurs. Les lignes sont à réceptionner, c'est-à-dire que c'est un véritable, finalement, ce traitement, c'est un véritable outil de planning. Ce sont des réceptions à venir que je vais réceptionner dans quelques jours. Donc c'est l'étape de pré-réception. Donc pour le moment, il n'y a pas de réception à proprement dit. Donc ici, c'est intéressant, mais je veux dire, par exemple, un gestionnaire de stock, lui, de son côté, c'est intéressant aussi pour lui de savoir l'étape d'expédition des commandes fournisseurs. Et donc lui, lorsqu'il va interroger le stock, ici, si je décale un petit peu vers la droite, j'ai la colonne en réception, mais qui n'est pas écrit en gras. C'est-à-dire que pour le moment, la quantité est en cours de transit. C'est-à-dire que pour le moment, c'est certes en réception, mais physiquement, la quantité n'est pas encore présente dans mon entrepôt. Et imaginons donc quelques jours plus tard, vous réceptionnez les différentes marchandises, vous allez tout simplement passer à l'étape de pré-réception. Voilà, vous allez tout simplement venir pointer les différentes étapes de pré-réception, donc en mode fiche. Et je vais simplement ici venir valider la pré-réception, renseigner les différents champs. Donc vous avez réceptionné la marchandise, donc vous pouvez renseigner le numéro de BL fournisseur. Par exemple, je vais saisir le numéro. Alors on va dire, voilà, c'est ce numéro-là. Et ensuite, vous avez la possibilité éventuellement de saisir le numéro de colis. Voilà, donc ici, j'ai la possibilité, par exemple, de saisir un numéro de colis que je viens de réceptionner. Voilà, donc de cette manière, vous pouvez renseigner les différents champs. Et donc, vous validez finalement, tout à l'heure, c'était à l'étape de pré-réception. Maintenant, vous avez réceptionné la marchandise, elle est physiquement présente dans l'entrepôt. Et ensuite, vous pouvez passer aux différentes étapes de contrôle qualité, de non-conformité, etc., etc. Et voilà, tout simplement contrôle de qualité et quantité. Voilà, et donc désormais, l'indicateur s'est enlevé. Et ensuite, si je me positionne sur la deuxième ligne, donc vous allez tout simplement venir pointer les différentes lignes de pré-réception. Donc là, encore une fois, le champ finalement de BL fournisseur a été déjà pré-rempli, étant donné que c'est la même commande. Donc là, encore une fois, je vais valider l'étape de pré-réception et je retourne sur saisie des réceptions. Voilà, donc de la même manière, encore une fois, je valide l'étape de pré-réception. Voilà. Et à présent, donc sur la commande, d'un point de vue stock, dans un premier temps, lui, le gestionnaire de stock, de son côté, cette fois-ci, dans la colonne en réception, la quantité est écrite en gras. Donc ça veut dire que la quantité est physiquement présente dans l'entrepôt, c'est-à-dire que nous venons de réceptionner la marchandise, mais pour le moment, il n'y a pas d'entrée en stock, puisqu'il y a encore différentes étapes de validation. Donc voilà, le gestionnaire de stock, lui, peut voir aussi de son côté les différentes étapes d'expédition et de contrôle.
Et si je retourne sur la commande, je ne sais pas si elle est encore ouverte, la commande. Voilà, si je retourne effectivement sur la commande, sur l'entête de commande, cette fois-ci, le pictogramme a changé, ce qui signifie que, voilà, pour le moment, tout à l'heure, c'était à l'étape d'expédition, hein, c'était en cours de transit. Là, cette fois-ci, nous venons de réceptionner physiquement la marchandise. Voilà, donc je retourne sur la saisie des réceptions. Et une fois que les différents contrôles ont été réalisés, vous pouvez tout simplement venir imprimer le BL. J'attire également votre attention sur le fait que lorsque vous faites l'étape de pré-réception, ça crée aussi une nouvelle en-tête de BL interne. Mais sans les lignes, étant donné que vous n'avez pas encore reçu la marchandise. Et ensuite, vous pouvez tout simplement imprimer le bon de livraison. C'est le bon d'entrée. Ça va tout simplement générer, voilà, bon d'entrée pour les différents articles que vous venez de réceptionner. Voilà, donc voilà, les autres articles ont également disparu de ma saisie de réception. Donc finalement, ce traitement en saisie de réception, c'est un véritable outil de planning, hein, c'est-à-dire que je vais réceptionner, c'est pour pré-réceptionner, puis réceptionner, et de visualiser tout simplement les articles qui sont les réceptions à venir. Ensuite, autre exemple, que Vincent en parlait tout à l'heure aussi, ce sont les réceptions, la liste de post-réception, post-logement. Je vais le retrouver, là encore une fois, je vais prendre une commande que j'ai déjà saisie, et je vais simplement le valider en BL. Et de cette manière, vous pouvez voir la destination des produits réceptionnés, donc si c'est à livrer ou à ranger. Donc il me semble que c'est voilà, celle-ci. Je vais simplement valider en bon de livraison. Voilà, donc vous allez avoir ensuite un pop-up qui va s'afficher pour vous énoncer tout simplement la destination des produits réceptionnés. Voilà, donc je valide le bon de livraison. Et ensuite, voilà, je retrouve l'impression de la liste de rangement. Donc soit pour cette réception, soit pour ce fournisseur et ce jour. Alors, je vais prendre pour cette réception. Donc ça va m'éditer deux listes. Dans un premier temps, les articles à ranger et les articles à livrer. Donc, voilà, ici, je retrouve pour cette référence, voilà, je retourne sur les documents. Pour cette référence-là, voilà, j'en ai 4 à livrer. Hein, pour mon client, ici, je retrouve la commande client. Et le client, ici, je le retrouve ici, le nom du client. Et ensuite, je vais retrouver également la liste des articles à ranger. Voilà, je retrouve exactement la même référence que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec une quantité moindre, hein, puisqu'il y en avait 4 à livrer, donc il y en a 6 désormais à ranger. Et pour le reste de la commande, je vais tout simplement retrouver les autres articles à ranger. Voilà, donc de cette manière, en saisie en réception, vous avez la possibilité de définir les articles qui sont à ranger et d'autres qu'il ne faut tout simplement pas les ranger, puisqu'il faut tout de suite les préparer et les livrer aux clients. Voilà pour l'étape de bon de préparation, de livraison pour les clients avec l'expédition et l'étape de réception, différentes étapes de réception du côté fournisseur et achat. Donc voilà pour cette partie démonstration. Donc si vous avez des questions, on vous écoute. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais en profiter. Vezel va couper son micro, voilà. Je vais en profiter pour lire quelques questions qui ont été posées au fil de l'eau, que j'ai publiées d'ailleurs, hein, je les ai mis en publication. J'ai eu, alors je vais les reprendre comme ça va être plus simple et on peut en parler. On m'a posé des questions sur le grand livre interactif. Oui, effectivement, le grand livre interactif, comme il travaille sur les références articles, nous permet de naviguer et d'aller consulter les informations satellites à l'article. C'était le gros point parce que un état et une impression, c'était pas très fun. Il y a eu une question sur l'interface de saisie pour les expés, pour ceux qui n'ont pas besoin d'un WMS complet. C'est prévu, hein. On veut avoir la chaîne complète et de pouvoir traiter les bons d'expédition également avec le même outil que celui que je présentais précédemment sur les bons de prépa.
Ah, j'ai une question assez intéressante là, entre les deux, qui est sur les terminaux mobiles. Est-ce qu'on peut faire des tickets TPV, puisque Vincent dit que tous les flux de la gestion commerciale étaient possibles. Et donc là, j'ai bien écrit, attention, j'ai dit tous les flux de stock. Donc effectivement, le TPV n'est pas prévu pour fonctionner en Telnet ou en HTML5. Il fonctionne avec le client léger. Lorsqu'on est dans un environnement de type, alors on est hors sujet logistique, mais peu importe, je le donne comme info, il fonctionne en mode autonome et donc on installe directement l'application sur le PC, bien sûr, puisqu'il doit fonctionner de manière entièrement autonome. Et on a un projet effectivement de TPV mobile, mais sur du moyen terme. On m'a posé des questions aussi sur les interfaces HTML5 et Telnet. Est-ce qu'elles sont disponibles hors module WMS? J'insiste, oui, c'est bien ça justement la force de ce qu'on va vous amener avec la 10.5, c'est que sans avoir le module de WMS, parce que pour moi le WMS, c'est pas de la gestion de code barre et de l'acquisition comme ça, c'est d'autres choses, c'est des politiques de rangement, c'est des fonctions beaucoup plus avancées sur la gestion de mon entrepôt. Non, là vraiment, vous aurez effectivement à disposition dans le standard de la 10.5 les flux soit en Telnet, soit en HTML5 selon ce que vous allez choisir. Donc effectivement, c'est tout à fait disponible. Le WMS, c'est une option supplémentaire qui permet d'aller plus loin lorsqu'on a des vraies problématiques de gestion d'entrepôts avancés, de préparation de masse, de connexion à des chaînes de convoyage, etc. On m'a posé des questions sur d'autres choses, sur le PLM et le PIM. Je réaborderai, je le mettrai dans les réponses et puis je le réaborde aussi sur la partie production. Et je crois que c'est donc non, pas besoin de WMS pour l'HTML5, ça je l'ai dit. Il y a une question intéressante, effectivement, qui peut être partagée. Il semblerait que l'on puisse gérer un emplacement de fin de prépa par le module de prépa standard. Oui, il y a une hors WMS, oui, absolument. On peut désormais, en fin de préparation, positionner la marchandise sur un lieu de fin de prépa. À ce moment-là, effectivement, l'ensemble des références sur les moves et les ventilations vont pointer sur ce lieu de stock et le déstockage se fera bien sur cette zone de fin de préparation. C'est effectivement tout à fait vrai avec la 10.4. La licence nécessaire pour les préparateurs, je ne suis pas le spécialiste des tarifs en tête, mais je crois qu'il existe une licence opérateur et ça doit être à peu près la même chose, opérateur logistique, opérateur production. Il me semble que c'est à peu près équivalent. Nous livrons, oui, ça je l'ai dit. Voilà, je crois, je regarde juste s'il y a eu encore d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Sinon, vous connaissez pour une grande partie mes coordonnées. Mon adresse mail est très simple, hein, c'est velorin@divalto.com et vous pouvez à ce moment-là donc me les transmettre. Il y a une remarque sur effectivement sur les étiquettes et les informations numéro d'expédition du prestataire. Bon, là, il faut vous regarder. Il y a des sujets, il faut qu'on creuse des infos de transporteurs à faire figurer, et éventuellement sur un certain nombre de documents à voir. De toute façon, les documents sont conçus pour être personnalisés. Gestion des allotissements, multi-adresses et livraison commande client. On est bien en mode déconnecté dans l'entrepôt. Si on parle de cette nouvelle interface pour tous les flux que l'on permet aujourd'hui de traiter en Telnet ou en HTML5, non, on est dans une logique connectée, pas en une logique déconnectée. Il faut de la connexion à ce moment-là, sinon il n'y a pas possibilité d'utiliser ce type d'application. Voilà, je crois que j'ai lu à peu près tous les sujets. Thierry, tu poses la question sur les licences, sur les terminaux logistiques. Effectivement, ce que je disais, hein, il me semble que c'est des licences opérateurs, mais ça, on le vérifiera et on vous le donnera comme info, parce que Jérémy n'étant pas là, il était avec nous ce matin, c'est lui qui est en tête tout ça, je ne suis pas le spécialiste là-dessus. Pour passer d'une préparation, on est obligé de passer en mode fiche ligne à ligne si on a du volume. Non, il y a des possibilités de faire du volume en travaillant ou à partir des BP. Il faut voir le cas d'usage et découvrir la fonctionnalité, mais c'est vrai que là, on a vu une possibilité de l'utilisation. On ne verra pas la portée mobile. Non, on ne vous a pas fait de démo pour des histoires de facilité, c'est pour ça que j'ai enchaîné parce qu'on est en plein dans le dev aujourd'hui. Par exemple, la chaîne des BP que je vous ai montré est terminée. Et puis, voilà, en termes d'infrastructure, ça a été beaucoup plus simple. On a fait plus vite, voilà. Mais je vous assure que ça fonctionne bien. Voilà.
Bah écoutez, moi j'ai fini, je regarde juste encore, avez-vous prévu d'implémenter des tracking d'expédition? Vous voyez, c'est des sujets qui viendront inévitablement et qui font partie de la roadmap. C'est un peu la suite logique, c'est-à-dire que ben, j'expédie, j'ai une référence de tracking qui m'est fournie par ma société de transport, quelle qu'elle soit. Oui, c'est prévu. On ne l'a pas encore, mais on l'a. Commande à l'outil client, pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous propose de vous rapprocher de nous, soit en direct en me contactant, en passant par votre distributeur, peu importe, et on pourra vous expliquer ce que font ces commandes à l'outil. Mais on n'est pas sur une... Ah oui, oui, voilà, j'y suis. On n'est pas sur une logique de multi-adresse de livraison à la ligne de commande. Hein. Si c'est ce que vous connaissez par rapport, on est vraiment sur de l'allotissement où je gère les lots fournis par mon client, je les reconsolide pour mes besoins de prépa ou de production, et je réutilise l'allotissement donné par mon client pour les livrer. Mais c'est sur une livraison qui est mono-adresse de livraison à la commande et pas sur une logique de multi-adresse comme on peut l'avoir sur certaines gestions de commandes à l'outil. Tout à fait. Bien, maintenant, j'ai bien compris. Je suis désolé de ne pas avoir compris tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions qui m'ont été posées. Nous avons la version 7.5. Pouvons-nous pré-réceptionner dessus? Waouh! Je ne sais plus si c'était déjà opérationnel en version 7.5. Je ne crois pas. Je crois que c'est arrivé avec la 10.2 ou la 10.3. Hein, il me semble bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions et je suis toujours pour vous aider. Ah ben, ça je n'en doute pas. Je sais qui se cache derrière ces 2 lettres. Ça, je le sais. Avec plaisir, Stéphane. La mécanique de sous-traitance négoce sera décrite dans une autre conf. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop creusé ce sujet-là. On aurait pu un peu plus le muscler. Je peux en reparler encore un petit peu, mais l'objectif, c'est de faciliter, d'identifier effectivement toutes les sous-traitances. Donc, on s'appuie sur plusieurs choses, sur des produits qui sont définis comme étant des produits sous-traités. Donc, c'est le produit que je vais vendre. Et ce produit, en fait, est constitué d'une nomenclature simple. On utilise la gestion des nomenclatures de manière très simple pour identifier quels sont les produits qui le constituent. Au travers de cette structure, on peut également définir si la marchandise, c'est une marchandise que j'envoie au sous-traitant, ou bien si je gère du stock chez mon sous-traitant. Et dans ce cas-là, si je gère du stock chez mon sous-traitant, je peux gérer ces niveaux de stock, je peux déclencher des réapprovisionnements auprès de mes fournisseurs pour qu'ils livrent directement chez lui. Et ensuite, je vais avoir les phases de documents qui vont être émis pour pouvoir expédier cette marchandise. Donc, je vais avoir la phase de préparation de cette expédition qui va être envoyée à mon sous-traitant. Donc, l'objectif, c'est de gérer l'ensemble des flux. Et bien sûr, d'avoir aussi des coûts de revient qui soit cohérent. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mécaniques de coût pour quand même tenir compte à la fois de ce que représente le produit et éventuellement la part de prestations qu'il peut y avoir et de gérer bien sûr les achats correspondants pour pouvoir derrière faire du rapprochement. Donc je vais avoir la gestion de mes achats. Et le point intéressant par rapport à ceux qui connaissent la sous-traitance de production, c'est qu'on est sur une sous-traitance qui permet de faire du récap. C'est-à-dire je suis capable de regrouper X produits que j'envoie à un sous-traitant et pas une commande par produit comme on peut le connaître sur la partie production. Donc c'est à la fois, je ne m'appuie pas sur des gammes de fabrication, donc la mécanique est plus simple, mais voilà, ce sont les grandes lignes. Après, bien sûr, il faudrait voir dans le détail avec les documents, les différents écrans. On a fait pas mal d'automatismes pour que ça reste simple, parce qu'il ne faut pas que ce genre de mécanique soit complexe. Il faut qu'elle nous assure de bien suivre nos stocks, qu'on sache où est-ce qu'on a nos encours, qu'est-ce qu'on a chez le sous-traitant, qu'est-ce qu'on va recevoir, et quand on reçoit, qu'on soit capable à la fois, bien sûr, de mettre à jour les éléments d'achat, et puis derrière, de gérer aussi toutes les consommations de stock a posteriori qui se font de manière tout à fait logique quand je réceptionne et que je valide de la marchandise. En même temps, c'est moi la question à l'outil. D'accord, je vois qui a posé la question. Dans WMS, on manipule une unité logistique et en prod une unité produit. Pas de problème. Non, je ne vois pas où est le problème sur cette partie-là. Non, je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème de ce côté-là, Dieu merci. Je sais pas, il y a peut-être une subtilité qui m'échappe sur le paramétrage qu'on fait pour que ça soit aligné, mais non, il n'y a pas de souci particulier autour de cela. Voilà.
Bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on vous remercie pour votre attention. Donc, pour ceux qui suivront les autres conférences, demain, j'accompagnerai Christophe sur la partie finance. Et puis, avec Veysel, on va faire encore la démat client et la démat fournisseur, puisque ce sont des sujets qui se sont révélés encore plus cruciaux dans des périodes comme celle que l'on vient de vivre. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire des sujets dédiés pour rappeler ce que l'on sait faire aujourd'hui sur ces différents sujets et de montrer qu'il y a vraiment des réponses qui peuvent vous intéresser et des possibilités de gains à la fois en termes bien sûr de fiabilité et puis des retours sur investissement qui sont assez significatifs, parce que quand on parle par exemple de toute la chaîne de traitement des factures fournisseurs, quand on est dans un environnement multisociété géré avec Divalto, on a des possibilités d'automatiser des flux qui font gagner énormément de temps. C'est un des exemples, mais voilà, on essaiera d'illustrer, de parler de tous ces sujets et de répondre à toutes vos questions. Voilà, ben, si nous avons fini, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Je vais prendre le temps de répondre par écrit aux différentes questions auxquelles j'ai répondu verbalement pour qu'il y ait une trace. On m'a fait une remarque comme quoi il y avait des petits soucis pour accéder aux questions-réponses de ce matin. Donc là, je vais voir pour qu'on puisse vous assurer que vous ayez un retour sur tous les éléments. Au cas où ça déraperait, vous connaissez mes coordonnées. Je répète, c'est velourin@divalto.com. Écrivez-moi et je tâcherai de vous répondre. Voilà. Et sinon, je vous souhaite merci pour vos salutations. Merci aussi à tous ceux qui nous félicitent. Ça nous fait plaisir d'avoir des retours intéressants. J'ai encore une autre question. Comment se positionne le WMS sur le marché? Une alternative à des WMS de... Bon. Le gros intérêt du WMS de Divalto, c'est qu'il est complètement intégré à l'ERP. On n'est pas sur une logique, on va devoir créer, comme on l'avait fait d'ailleurs avec notre production, de créer des SaaS. On est vraiment sur une logique complètement intégrée, ce qui facilite quand même grandement la mécanique. Donc, son point fort, il est là. C'est dans son intégration et dans son unicité d'être maîtrisé finalement par les mêmes équipes. Il est pas complexe à mettre en œuvre. Il est délicat sur tout WMS de mettre en œuvre tout le paramétrage et toutes les règles qui sont à mettre en œuvre. Donc il y a un travail préalable en termes d'organisation qui est assez significatif. Mais sa grande force, c'est ça, c'est son intégration. Après, on a de très belles réalisations. Il y en a certains qui suivent la conférence qui pourraient effectivement en parler et témoigner. C'est un module qui n'a pas encore été déployé par un nombre important de clients, parce que effectivement, je pense que les gens se méfient de ce type de mécanique, alors qu'en fin de compte, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser quand on a des besoins de gestion d'entrepôt, quand on veut mettre en place des phases de préparation, quand on a des problématiques, voire de chaîne de convoyage, donc ça peut être intéressant, et puis différents modes de préparation. Voilà, je peux que vous inviter, mais on a eu plusieurs demandes, donc je pense qu'on va, après les Divalto Digital Days, il va falloir que l'on fasse quelque chose pour vous redonner de la visibilité sur la capacité de ce module. Donc ça, on va voir pour organiser un événement dédié sur la partie WMS. Voilà. Merci à tous, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et une dernière chose pour la forme, WMS plus CrossDock, c'est en cours. Puisqu'effectivement, la notion de cross-docking, pour ceux qui connaissent, c'est au moment où je réceptionne la marchandise, par exemple un fournisseur me livre, je ne vais pas rentrer et ranger une marchandise dans une logique de démarche de politique de rangement, alors que je sais que cette marchandise est directement destinée à être réexpédiée. Très souvent, on le retrouve par exemple dans les mécaniques, et la personne qui pose la question le sait très bien, puisqu'elle utilise le module de WMS, et sur une de leurs filiales, il y a énormément de contre-marques, des achats qui sont effectués pour des commandes clients. Et au moment où cette marchandise arrive, il faut être capable de la réaligner tout de suite sur son expédition pour le bon client. Eh bien, on est en train de travailler dessus, Stéphane, puisqu'on bosse notamment avec l'équipe Herbie, comme toujours, plus on s'est réparti le taf pour travailler et prendre en compte toute la mécanique des réservations affectées qui fonctionnera, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans cette version. Voilà. Donc, on est sur la bonne voie. Pour
terminer l'après-midi sur une bonne note pour Stéphane. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à tous, au plaisir de tous vous rencontrer, puisque c'est sympa ce genre de choses, ça permet de travailler sur plein de sujets, mais c'est aussi très bien de pouvoir vous rencontrer et discuter en face à face. À très bientôt, au revoir.